Sato est votre garçon typique, solitaire, faible et misérable, qui se retrouve transporté dans un autre monde. Il est forcé de sauver le monde, mais avant cela, il doit épouser et séduire 5 princesses. Un jour particulier, alors qu'il grimpe à un arbre pour chasser des insectes comme le font les enfants crédules, un rayon de lumière brille soudainement sur lui, le forçant à s'allonger sur le sol. Il se demande ce que c'est alors qu'il regarde le portail brillant devant lui. Puis, un vieil homme et une fille en sortent et s'approchent à lui, le laissant se demander s'ils sont des extraterrestres. La fille l'aide, lui demande comment il s'appelle et il se présente lâchement. Elle dit que son nom est Jaime et lui dit de ne parler à personne de ce qu'il vient de voir. Elle jette ensuite un sort pour qu'il oublie ce qui vient de se passer et propose d'être son ami. À ce moment-là, l'idiot ressent immédiatement le devoir de la protéger et d'une manière ou d'une autre, il perçoit que ce sera pour très longtemps. 10 ans plus tard, Jaime, déjà en train de remplir ses devoirs conjugaux sans un vrai mariage, va réveiller Sato pour le petit déjeuner. En voyant le repas, il est surpris qu'elle l'ait préparé si tôt et elle lui dit qu'elle s'est levée tôt et excitée par les vacances de l'école qui commencent ce jour-là. Il pense à la façon dont ils sont amis depuis les 10 dernières années, mais perd soudain l'équilibre lorsqu'il remarque son immense intrigue. En regardant à quel point ses œuvres d'art sont bien conçues, il lui dit qu'elle a tellement changé depuis qu'ils ont commencé le lycée en disant qu'elle avait l'habitude de ne pas se faire remarquer. Elle répond que ses qualités physiques l'ont rendue remarquable, et aussi qu'elle est une princesse. Il est surpris et lui demande ce qu'elle entend par là, car elle le dit depuis des années. Cependant, elle ne répond pas et se penche plutôt vers lui pour ramasser le grain de riz sur son visage, qu'elle met ensuite dans sa bouche d'une manière suspecte, qui charge immédiatement son magnum à pleine capacité. Ils partent bientôt pour l'école, et en chemin, Sato observe le pendentif en forme d'anneau, juste au-dessus du grand terrain d'Hime, et se souvient qu'elle lui avait dit à quel point les anneaux étaient importants pour elle et qu'elle en donnerait un à la personne qu'elle épouserait. Elle lui avait demandé s'il l'épouserait dans le futur. Im le surprend en train de regarder les bagues et brise immédiatement ses espoirs en lui disant de ne pas se compter parmi ses prétendants potentiels car il est devenu laid, le décevoir. Plus tard à l'école, Jaime exhibe fièrement ses notes d'examen devant ses amis. Et tandis qu'il la félicite pour son intelligence, elle leur dit qu'elle est une princesse après tout. Mais les filles se demandent quel genre de délire c'est, car personne ne sait de quel pays sur Google Maps elle est une princesse avec son apparence. Pendant ce temps, Sato parle aussi avec Sega. Le type moche qui ressemble à un singe se plaint des vacances à venir, disant à quel point ce sera ennuyeux, surtout parce qu'il est aussi célibataire qu'un billet d'$1. Il dit à Sato qu'il a beaucoup de chance, faisant allusion au fait qu'il vient à l'école avec Hime tous les jours, mais Hime répond qu'ils sont juste voisins. Monsieur Ape l'appelle idiot et lui conseille de ne pas traîner ou il va rater sa chance. Sato reçoit un message de Hime l'invitant à la fête d'été qui a lieu le soir, et il se demande pourquoi elle a envoyé un message. La regarde et elle lui fait signe, le rendant gêné, alors qu'il se demande si elle l'aime. Cependant, il ne veut pas se faire de faux espoirs car il n'a pas confiance en son apparence. Plus tard dans la soirée, le type idiot arrive pour un rendez-vous en uniforme scolaire et en la voyant, il est émerveillé par sa beauté. Ce qui le fait prendre une posture comme s'il venait de s'enrôler dans l'armée. Il se promène dans le festival et en regardant les différentes activités, elle lui rappelle comment il lui tenait la main la dernière fois qu'ils sont venus au festival quand ils étaient petits pour qu'elle ne se perde pas. Elle lui dit qu'il était son héros à l'époque, mais que maintenant, il ne vaut rien. Quelques instants plus tard, elle voit des sucettes et en prend une à sucer. Il voit aussi un magasin de peluches et Sato fait un coup à la James Bond version petit budget pour lui en obtenir une. Au bout d'un moment, ils arrivent à un endroit louche et il se dit que ce serait le meilleur moment pour lui avouer ses sentiments pour elle. Mais alors qu'il essaie de lui dire qu'il l'aime, il est interrompu par des feux d'artifice. Elle lui révèle soudainement qu'elle voulait lui parler de quelque chose depuis un moment, et tandis qu'il se demande si elle ressent la même chose pour lui, anticipant qu'elle lui dirait ce qu'il n'ose pas dire, elle révèle avec surprise qu'elle déménagera le lendemain. Elle lui dit qu'elle retourne au pays de son grand-père, un endroit très éloigné, le laissant sans voix. En rentrant chez elle, elle le remercie pour le temps passé ensemble et les souvenirs qu'ils partagent. Puis, elle se précipite à l'intérieur avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. Plus tard dans la nuit, Sato se demande où se trouve sa patrie et réalise soudainement qu'il ne sait pas autant sur elle qu'il le pensait. Pendant qu'il réfléchit à cela, il voit soudainement un faisceau de lumière à travers sa chambre et sort immédiatement pour vérifier. En voyant la lumière brillante briller au loin, il se rappelle instantanément que la même chose s'est produite le jour où il l'a rencontrée, alors il se rend rapidement à l'endroit. Et alors que Hime se prépare à entrer dans le portail, il crie son nom. Il lui dit de ne pas y aller, et elle se rend compte qu'il se souvient encore après tout. Elle lui dit ensuite qu'elle ne déménage pas vraiment, mais qu'elle rentre chez elle dans un autre monde où elle va se marier, choquant,
Lui, elle lui dit au revoir et entre dans le portail. De plus, Sato se précipite immédiatement après, essayant de l'arrêter. Mais il est trop tard. Il raisonne alors qu'il n'est pas venu seulement pour lui dire adieu, donc il décide immédiatement d'abandonner son propre monde et de l'accompagner dans le sien. Il se trouve dans un endroit où Imi rejoint son époux, et lorsque le célébrant leur dit qu'ils peuvent maintenant échanger leurs discours, il appelle rapidement son nom, la surprenant. Un monstre des abysses entre soudainement dans le palais, et la grand-mère de Imi déclare qu'il est après la princesse, disant qu'ils ont eu raison de l'avoir cachée dans un autre monde. Il saute immédiatement en avant pour affronter le monstre, mais celui-ci le projette comme une mouche, lui faisant dire qu'ils ont vraiment besoin de l'anneau de lumière. Il ordonne alors à Imi de donner l'anneau de lumière au prince, mais elle court immédiatement rencontrer Sato et l'embrasse à la place, offrir l'anneau à lui. Son grand-père est choqué, mais le prince semble être d'accord avec cela et donne immédiatement à Sato son épée pour combattre le monstre. Cependant, l'idiot pense que le prince lui montre à quoi ressemble une vraie épée et se demande ce qu'il est censé faire avec ça. L'épée commence instantanément à briller lorsque l'anneau brille, et bien qu'il ne sache pas ce qu'il fait parce qu'il est idiot, il court vers le monstre et l'envoie dans un autre monde en un seul coup, étonnant tout le monde, y compris lui-même. Cependant, il s'effondre immédiatement. Le lendemain, Hima le réveille et il se demande où il est, ce à quoi elle répond qu'il est dans la chambre du couple royal, ce qui le choque. Puis elle lui rappelle leur baiser, l'embarrassant, alors qu'il commence à se demander s'il vient de gagner la fille qu'il n'aurait jamais pensé que son visage moche pourrait sortir avec. Elle lui dit qu'elle était censée épouser le prince, mais qu'elle le connaît à peine et ne veut pas épouser un inconnu. Alors, quand elle a vu un visage familier, elle a simplement foncé. Il est déçu d'être seulement une pensée après coup après tout. Puis, elle lui dit qu'elle l'a choisi pour être leur héros. Ensuite, il est présenté aux citoyens du pays comme le vainqueur de l'abîme, le porteur de lumière pour la nation, le cercle. Roi, cela ressemble à un rêve, et quand on lui dit de prononcer son discours, il crie des trucs incompréhensibles que la foule peu intelligente accepte joyeusement. Ensuite, pendant que Satou prend son bain dans le bain public, il réfléchit à l'irrationalité de ses décisions et Hima apparaît avec ses canons de taille modérée pointés sur lui. Mais elle est immédiatement gênée quand il la voit. Il se demande ce qu'il fait là et elle lui dit timidement qu'ils sont jeunes mariés. Ils entrent bientôt tous les deux dans le bain et elle se sent coupable en lui disant qu'elle l'a entraîné dans ses problèmes, même si elle savait que tout cela allait arriver quand elle lui a donné la bague. Cependant, Satou, aveuglé par ses mauvais sentiments, lui dit qu'il ira bien, comme s'il savait ce qui se passe, puis dit qu'il ne voit pas d'inconvénient à rester à ses côtés dans ce monde si c'est quelque chose que lui seul peut faire, ce qui la surprend et lui rappelle quand il la défendait des brutes quand ils étaient petits. Le prétendu admirateur cultivé essaie de fixer sa poitrine, mais elle les cache, lui disant de ne pas prendre le mariage au sérieux, car elle devait simplement le choisir sur impulsion. Soudain, la sonnerie retentit, ce qui pousse Satou à se lever rapidement, révélant son grand joystick en 4K, ce qui effraie Hima. Plusieurs monstres de l'abîme sont apparus et les soldats appellent Satou à l'aide en tant que roi des anneaux. Il est surpris, car le gars pensait vraiment qu'il s'appelait le roi des anneaux pour pouvoir séduire la princesse quand il le voulait. Hima se défend immédiatement en disant qu'il ne sait pas se battre, mais son grand-père l'interrompt en disant que tout le monde s'en fiche tant qu'il porte la foutue bague. Hima est triste, mais Satou trouve le courage et attrape une hache de combat. Elle commence immédiatement à briller et il lui dit que même s'il ne sait pas grand-chose sur ce monde, il fera tout son possible car il sent que cela compte énormément pour elle. Elle l'embrasse immédiatement, augmentant sa confiance en elle. Un des monstres bloque une fille et tente de l'attaquer, mais Satou apparaît soudainement et coupe le monstre en deux, ce qui amuse la petite fille alors qu'elle s'enfuit. Il est surpris d'être encore debout après avoir vaincu 3 d'entre eux, contrairement à avant où il s'écroulait après avoir détruit un seul. Le grand-père de Hima lui dit que c'est à cause du baiser qu'il vient de partager avec la princesse, affirmant que la force de leur lien en tant que mari et femme se traduit directement par le pouvoir de l'anneau. Il explique en outre qu'il est du devoir d'une princesse de donner de la force à un roi qui part au combat. En entendant cela, il réalise immédiatement pourquoi Hima a mis sa salade dans sa bouche. Cependant, le vieil homme lui dit que même ainsi, il ne tiendra pas longtemps, c'est pourquoi il est là pour l'aider. Mais Satou n'est pas convaincu que ce vieil homme puisse vraiment aider. Le chevalier du roi de l'abîme apparaît soudainement en voyant la bague sur le doigt de Satou. Et en voyant cela, le grand-père de Hima devient effrayé. Satou observe que ce type est différent des autres monstres, mais cela ne l'importe guère, car l'idiot semble très confiant dans le baiser que sa princesse lui a donné. Il se précipite comme le chevalier avec toute sa puissance avant que le vieil homme ne puisse l'arrêter. Mais le chevalier invoque le vent qui le projette contre le mur.
Satu découvre que son arme est cassée et réalise que la bague vient de lui sauver la vie en l'empêchant de passer dans l'au-delà. Le vieil homme lui dit de bouger son cul stupide et il commence à courir immédiatement, l'idiot se demandant toujours ce qui se passe. Pendant ce temps, Monsieur Halloween invoque 2 monstres immédiatement pour les chasser. Alors qu'il s'enfuit, le vieil homme déplore qu'il ne peut pas croire que l'Abysse a envoyé quelque chose d'aussi fort pour les attaquer. Et il conclut que cela montre à quel point ils craignent le roi de l'anneau. Satu lui demande ce que c'était que cette créature car elle était trop puissante pour lui. Et le vieil homme lui dit que c'est un chevalier du roi des abysses, un monstre très terrible capable de manier une magie puissante. Satu est surpris d'entendre le mot magie et lui dit qu'il pensait être capable de les gérer grâce au pouvoir du baiser de Hima. Cependant, le vieil homme n'est pas d'humeur pour des discussions inutiles. Alors il lui dit qu'ils en parleront plus tard et enchaîne immédiatement avec un mouvement tout droit sorti de Avatar, le dernier maître de l'air, élevant un mur de terre pour gagner du temps, choquant Satu. L'homme âgé, pensant qu'il a trouvé un moyen de s'échapper, décrit leur plan d'évasion, mais il se rend compte qu'il s'est ridiculisé en les enfermant tous les deux contre Monsieur Halloween. Le vieil homme, pris de panique, réalise qu'ils sont pris au piège. Alors qu'il se demande quoi faire, Prince Mars apparaît soudainement, couvre Mr. Halloween avec un chiffon et l'enflamme. Il dit ensuite au grand-père de Satu et Hima qu'une calèche les attend pour les emmener hors du château, mais Satu s'inquiète pour Hima. Cependant, il lui dit d'obéir simplement et de ne pas se soucier de cela. Quelques instants plus tard, ils sont maintenant dans la calèche, fuyant comme des lâches, mais c'est la chose la plus intelligente à faire s'ils ne veulent pas déménager dans l'autre monde. Satu remercie le prince de les avoir sauvés, et il se présente comme le 2e prince de l'Empire Ezaras, le voisin du royaume de lumière. Satu demande ensuite au vieil homme si le royaume qu'ils ont quitté sera en sécurité, et il répond que puisque l'abîme est après les anneaux et le roi de l'anneau, il commencera à les chercher une fois qu'il apprendra qu'ils ne sont plus dans le château. Cependant, il lui dit qu'il sera difficile de détruire les monstres de haut rang sans le pouvoir de la lumière. En entendant cela, Satu lui dit que cela signifie qu'il doit vraiment être celui qui doit faire quelque chose à leur sujet. Mais le grand-père de Hima réduit son ego en lui rappelant qu'il fuit parce qu'il est faible et n'a pas assez de pouvoir pour sauver. Them. Sato est surpris et lui demande ce qu'il veut dire par il n'a pas assez de pouvoir. Et le vieil homme explique que son pouvoir en tant que roi de l'anneau n'est encore qu'une petite quantité. Il ajoute ensuite que pour libérer tout son pouvoir, il aura besoin des 4 autres anneaux, ce qui le choque alors qu'il remet en question la raison d'être de l'anneau à son doigt. Le vieil homme révèle qu'il doit épouser 4 autres princesses et obtenir leur bague, ce qui le choque. Le grand-père de Hime taquine encore qu'il va vivre le rêve de tout homme en applaudissant 5 méchantes en même temps. Cependant, Hime est triste à ce sujet. Ils atteignent bientôt une auberge et y séjournent. Mais avant d'aller se coucher, le vieil homme décide d'enseigner un peu d'histoire à Sato. Il y a longtemps, leur monde était sur le point de succomber au pouvoir obscur de l'abîme, ce qui a failli briser le cœur de l'humanité, et de nombreuses nations étaient couvertes par l'ombre de la mort et perdues. Le roi des anneaux chercha à dissiper cette obscurité, il forgea donc des anneaux imprégnés de magie, les anneaux de lumière, de feu, de vent et cette terre. Avec ceci, il a mené une longue et féroce bataille, finissant par vaincre et sceller le roi des abysses. Par la suite, 5 princesses ont épousé le roi des anneaux et ont transmis les 5 anneaux à travers les générations dans leurs 5 nations, servant de preuve du lien entre le roi des anneaux et ses princesses. Cependant, malheureusement, le roi des abysses a ressuscité et regagne lentement sa puissance. Le devoir du roi des anneaux est d'obtenir à nouveau les anneaux de chacune des 5 princesses et d'utiliser leur pouvoir pour sceller l'abysse. Après cela, Sato et Hime restent dans la même pièce, et bien qu'ils soient gênés par leur besoin de développer l'intrigue ensemble, Sato ressent soudainement de la douleur, et Hime s'occupe rapidement de lui. En voyant ses blessures, elle se sent instantanément responsable et devient triste, disant que c'est parce qu'elle l'a choisi comme roi des anneaux. Elle sort de la pièce en courant, et il la suit immédiatement, mais il la perd de vue. En sortant pour la chercher, il voit Marka et lui demande si elle l'a vue. Marka lui dit qu'elle vient de passer à côté de lui, et comprenant ce qui se passe, il dit à Sato qu'il sait qu'être le roi de l'anneau est une lourde responsabilité et que le devoir peut parfois devenir trop lourd à porter. L'idiot essaie de le nier comme s'il savait s'en sortir, mais Marka lui dit qu'il lui est reconnaissant, ce qui le choque. Il révèle en outre qu'il est soulagé d'avoir pu éviter le devoir du roi de l'anneau. Il le félicite ensuite d'avoir quitté son monde pour poursuivre la femme qu'il aime, le laissant sans voix. Marka le dirige ensuite vers l'endroit où se trouve Hime. Alors il court la rejoindre immédiatement. En la voyant, il lui avoue qu'il l'aime et qu'il est venu dans ce monde parce qu'il le voulait, la surprenant. Mais elle lui dit qu'elle ne veut pas que son mari fasse tout ce qu'on attend d'un roi des anneaux.
Cependant, elle lui annonce qu'elle a décidé d'assumer sa responsabilité et de remplir son devoir en tant que véritable épouse. Elle lui demande s'il veut bien l'accepter de nouveau comme sa femme et il répond oui. Par la suite, ils retournent dans la chambre prêts pour le développement de l'intrigue, mais ils sont trop gênés pour faire le moindre geste. Sato rassemble un peu de courage et s'approche d'elle. Il la pousse dans l'arène du complot, mais alors qu'il tente de commencer le combat Klanda, il sent soudain que quelque chose ne va pas et la quitte. Elle se demande ce qui ne va pas et quand elle pense qu'il va dire quelque chose de raisonnable, le Benet lui dit que leur temps ensemble devrait être plus doux que ça, la faisant se demander si c'est l'idiot qu'elle a choisi pour être le roi de l'anneau. Le jour suivant, il se présente devant le vieil homme et il est déçu qu'il ne se soit pas cultivé, embarrassant Sato. Le vieil homme lui rappelle que ce sont les rebondissements de l'intrigue qui confèrent son pouvoir au roi des anneaux, donc il ferait mieux d'utiliser son pistolet efficacement. Marka arrive avec des vêtements pour Sato et Hime. Et le vieil homme leur dit qu'il se dirige d'abord vers le village caché des elfes, les vents Ronka. Sato est surpris et le vieil homme lui dit que l'anneau de l'aile est transmis dans leur famille royale. Ensuite, il se dirige vers Ronka et rencontre le mur de la tempête qui bloque l'entrée des autres races. Alors qu'il tente de se frayer un chemin à travers la tempête, une grande bête apparaît, effrayant Sato. Il demande si c'est aussi un des monstres de l'abîme, mais le vieil homme lui dit de ne pas courir, c'est juste un ours, alors il s'approche pour le caresser. Cependant, l'ours commence à les poursuivre, et alors qu'il court, ils arrivent à un point où soit ils traversent le mur de tempête vers le village des elfes, soit ils permettent à l'ours de les faire traverser vers le Nirvana. Cependant, alors que l'ours essaie de les attaquer, des elfes les sauvent rapidement. Plus tard, ils demandent ce qui les a amenés dans leur village, et Sato révèle immédiatement qu'il est le roi des anneaux et qu'il est venu rencontrer la princesse elfe. En entendant cela, ils lui disent qu'ils ont entendu la rumeur et qu'ils les amèneront la rencontrer. Cependant, les elfes se préparent mentalement au fait que cela pourrait ne pas se passer comme ils l'espèrent. Les elfes leur montrent le chemin vers la nation, et en entrant, ils se dirigent directement vers le palais pour rencontrer la princesse elfe. Cependant, la princesse elfe n'est pas sûre de sa beauté et se cache comme une idiote. Sato lui dit qu'il est le héros d'un autre monde, ce qui la surprend. Elle demande alors, gênée, s'ils se sont embrassés depuis qu'ils se sont mariés. Ne pouvant supporter à quel point échanger de la salive est dégoûtant, elle court à l'intérieur pour vomir, les laissant se demander qui diable c'est. Un elfe laid apparaît soudainement dans l'obscurité, leur disant que c'est le non-sens d'un être qu'ils ont comme princesse du pays. Il ajoute qu'il sera difficile de récupérer l'anneau d'elle, et Sato lui demande qui il est. Il se présente comme Jade, le fils aîné de l'ancien roi Ronka et le frère aîné de l'idiot laid qui vient de s'enfuir. En réalisant qu'il est le célèbre roi de l'anneau, Jade appelle ses soldats contre lui, choquant Sato. Il l'emmène immédiatement et Jade dit aux autres qu'ils le garderont en détention pendant un certain temps, tandis qu'ils seront traités comme des invités d'État. Sato est mis en cellule et tandis qu'il se demande s'il a fait quelque chose de mal, Jade lui dit que sa sœur, Nefritas, est très délicate. Sato le confirme, disant qu'elle est assez timide et immature, ce qui agace Jade, qui lui dit immédiatement de ne pas la juger selon ses standards. Il déclare que sa sœur est un ange, et bien qu'elle soit timide, elle l'aime en tant que son frère aîné. Il l'informe en outre qu'elle a rarement quitté le palais, encore moins la nation, c'est pourquoi elle n'est pas habituée aux étrangers. Il révèle qu'elle n'a que 54 ans et qu'elle est trop jeune pour se marier, ce qui choque Sato, qui pense au fait qu'il va épouser une sacrée. Jade lui dit qu'il doit encore la regarder grandir, et qu'il doit donc attendre patiemment dans la cellule jusqu'à ce qu'elle soit mature, ce qui pourrait prendre environ 80 ans de plus. Sato crie qu'il sera dans sa tombe d'ici là, mais l'elfe s'en fiche complètement. Alors que Jade sort de prison, il lui demande s'il est sûr de cela, et il répond qu'il se fiche du roi d'Anabis, car la nation sera en sécurité tant qu'ils auront le mur tempête. Il ajoute que la seule chose importante est qu'ils doivent protéger l'anneau du vent responsable de ce pouvoir. 3 jours plus tard, Sato est toujours enfermé et il réalise que ce type ne plaisante pas. Alors qu'il y pense, une femme apparaît soudain devant lui et il est choqué, se demandant qui elle est. Elle le plaque sur son lit dans une position suspecte et lui demande ce qu'il espère obtenir en réunissant les 5 anneaux. Il serre le poing et répond qu'il veut simplement vivre une vie de couple heureuse avec Hime, amusant. Elle le qualifie d'étrange et trouve ridicule qu'il envisage d'utiliser l'énorme pouvoir du roi Anneau pour une seule femme. Elle va ensuite ouvrir une porte secrète et lui dit de la suivre, ce qui le surprend. Il demande pourquoi elle l'aide et elle répond qu'elle est responsable de veiller sur l'avenir de Romka et qu'en ce qui la concerne, lui seul est capable de s'opposer au roi abyssal.
Elle ajoute que Jad le sait et l'a quand même emprisonnée à cause du mur de la tempête qui se trouve être la cage emprisonnant les elfes. Il la suit immédiatement et elle l'emmène au temple du vent où se trouve l'anneau du vent. En voyant la statue portant l'anneau, Satu est choqué et le doyen lui dit que c'est l'un des anneaux de pouvoir appelé la Régalia du vent. Elle révèle que Néphritas aurait dû hériter de cela, ce qui le choque alors qu'il envisage immédiatement de mener la manifestation justice pour Néphritas. Cependant, il voit soudainement un idiot tituber dans le temple, alors il se cache rapidement pour ne pas être remarqué. L'idiot s'avère être Néphritas, ce qui choque Satu et elle promet à ses parents, dont les statues sont là, de ne jamais quitter la nation pour suivre le roi des anneaux. Satoru pense que prier les statues de ses parents est totalement absurde, mais l'aîné lui dit que ce ne sont pas de simples statues, expliquant que même si leur cœur s'est arrêté et que leurs corps se sont pétrifiés, ils continuent à utiliser le pouvoir de l'anneau pour créer un mur de vent en tant que protecteur de la nation. En entendant cela, il pousse un cri de choc, les exposant. Cependant, il commence immédiatement à imiter des bruits d'oiseaux pour la tromper, mais l'aîné le traite d'idiot certifié car il n'y a pas d'oiseaux dans le temple du vent. Néphritas les interpelle et il se révèle être le roi des anneaux, la faisant s'évanouir. Un garde de l'extérieur se demande ce qui se passe avec la princesse. En l'entendant, l'ancien dit à Satu qu'il est temps de partir et lui demande d'emmener Néphritas avec lui, le choquant. Après qu'ils aient quitté le temple, un garde très laid entre dans le temple et découvre que Néphritas est introuvable. Il informe immédiatement Jad, qui s'inquiète et commence à la chercher. Pendant ce temps, l'aîné les emmène dans une pièce secrète, et tandis que Néphritas est toujours inconsciente, elle dit à Satu que la princesse elfe peut sembler timide. Mais c'est une fille forte au fond. Elle dit que Néphritas acceptera un peu de fermeté pour qu'il puisse obtenir la bague. Elle sort, le laissant avec elle, mais il reste simplement assis jusqu'à ce qu'elle reprenne connaissance. Cependant, en le voyant, elle prend peur et vomit à nouveau. Entre-temps, Jad rend visite à la cellule de Satu, mais ne le trouve pas là, donc il conclut qu'il doit être responsable de la disparition de Néphritas. L'ancien apparaît et lui dit que le roi Anneau s'est enfui avec la jeune fille de l'anneau du vent, ce qui le rend craintif que sa sœur ne lui dise plus qu'elle l'aime. L'ancien lui dit que ses actions n'ont jamais été pour le bien de Néphritas. Et il le confirme en disant que l'anneau est toujours chez son père et sa mère, ce qui protège la nation, donc Néphritas n'a pas besoin d'hériter de l'anneau. Ensuite, il lui dit qu'il va faire fouiller son appartement. En attendant, Satu et Néphritas sont en train de discuter, se posant des questions amusantes. Elle lui demande des informations sur le monde d'où il vient, et il lui dit que c'est un monde paisible, contrairement à ce qu'elle avait imaginé. Elle demande s'il y a des elfes dans son monde, mais il lui répond que non, et lui demande si elle s'intéresse à son monde, ce à quoi elle répond oui. Cependant, elle dit que même si elle est intéressée par le monde en dehors du palais, elle a peur de sortir, et ne lit que les livres que l'aîné lui apporte sur le monde extérieur, ce qui l'aide à se faire une idée des lieux dans sa tête. Entendant cela, Satu lui dit qu'il est à peu près le même, car il n'est pas venu dans ce monde pour des pouvoirs spéciaux ou quoi que ce soit, mais parce qu'il ne voulait pas être séparé de la femme qu'il aimait. Cependant, une fois qu'il a pris une chance et a sauté le pas, les choses se sont mieux passées qu'il ne l'espérait. Elle devient immédiatement excitée et saisit l'occasion de lui montrer sa grande cargaison, le mettant dans l'embarras. Il lui demande alors pourquoi elle n'a jamais été dans le monde extérieur auparavant si elle s'y intéresse tant, et elle se tait un moment. Mais alors qu'elle essaie de répondre, Jad l'appelle soudainement de l'extérieur, interrompant leur conversation. Satu porte sa chemise et lui dit qu'il ne va pas la forcer à l'épouser, juste à rassembler les bagues, car elle est libre de faire ce qu'elle veut. Quelques instants plus tard, ils apparaissent à l'extérieur, et en les voyant ensemble, Jad s'énerve, mais Néphritas défend Satu en disant qu'il n'est pas le genre d'homme qu'il pense. Cependant, Jad ne veut rien entendre, et lui parle des promesses qu'ils doivent tenir envers leurs parents, ce qui la fait céder immédiatement comme une lâche. Jad commence à énumérer ses offenses, mais l'ancienne apparaît soudainement, lui disant qu'elle est responsable de tout ce qui s'est passé. Elle dit à Jad que la façon dont il a traité le roi Anneau est impardonnable, et qu'elle s'occupera de lui à partir de maintenant, ce à quoi il est d'accord, mais il leur dit de ne jamais se montrer devant Néphritas à nouveau. Ensuite, pendant que Satu et Ime parlent ensemble, l'aîné apparaît et se présente comme Perido, la plus vieille elfe de Romka. Ime se présente également, mais Satu ne se soucie pas des présentations inutiles
et va directement demander si les parents de Néphritas ont quelque chose à voir avec comment elle en est arrivée à ce point. Elle décide donc de leur raconter l'histoire de Romka et comment elle a fini par avoir un mur de tempête autour d'elle. Néphritas et la mère de Jade n'étaient pas la première née destinée à hériter des anneaux. Elle avait une sœur aînée et il y avait une coutume pour que les princesses elfiques se marient avec quelqu'un du village pour éviter que les anneaux ne quittent le village et pour les protéger à travers les générations. Mais l'aînée est tombée amoureuse d'un voyageur, un humain. Cela a causé la peur chez les elfes car ils s'inquiétaient que le voyageur puisse emmener l'anneau hors du village s'il le recevait. Ils ont même inventé des rumeurs qui sont devenues des soupçons puis des convictions. Mais plus l'opposition contre le voyageur grandissait, plus les sentiments de la princesse aînée envers lui se renforçaient aussi. Cependant, un jour est venu où le voyageur a soudainement cessé d'apparaître, car il semblait avoir été chassé par les autres elfes essayant de protéger les anneaux, ou peut-être Isekai. Les villageois furent soulagés après cela, mais c'était l'inverse pour la princesse aînée, car son cœur sombra dans la rage et le désespoir. Elle finit par jeter une malédiction sur le village et partit. Cela effraya les elfes, et la peur que sa vengeance puisse s'abattre sur eux à tout moment continua éternellement. Les parents de Néphéritus ont hérité des anneaux de la princesse aînée, mais ont continué à vivre dans la peur de sa malédiction, alors ils ont décidé d'ériger une barrière de vent pour protéger la nation du mal, approchant par le pouvoir des anneaux, mais au prix de leur propre vie. Cependant, avant cela, la mère de Néphéritus a fait promettre à elle et à son frère de ne jamais s'aventurer hors du mur, ce qui est la raison de l'état actuel de la nation. Suite à cela, Alabaster suggère qu'ils abandonnent l'anneau du vent, choquant Sato, et il lui dit que les armées du roi des abysses pourraient être en train de les encercler à cet instant, donc ils ne peuvent pas se permettre de retarder Aronka plus longtemps. Satoru reste sans voix, et le vieil homme lui dit qu'il n'abandonne pas entièrement l'anneau, mais qu'il doit concentrer son énergie pour obtenir les autres anneaux dans le plus court délai, puisqu'il est un idiot faible. Satoru raisonne avec ça, mais il s'inquiète pour la princesse. Cependant, au diable, la princesse l'aide. Il commence bientôt à partir, et Jade est très satisfait, disant que l'histoire du roi de l'anneau est un conte si vieux et poussiéreux que même les elfes qui vivent longtemps n'en connaissent pas la vérité. Alors qu'il parle de cela, un serviteur entre en hâte pour rapporter que des monstres de l'abîme ont passé le mur de tempête dont ils étaient si fiers. Choquant, le serviteur poursuit en disant qu'un monstre puissant a ouvert un trou dans la barrière et envoie ses monstres subordonnés à travers pour faire un tour du royaume. Alors que Sato et son groupe quittent la ville, ils voient soudain de nombreux monstres entrer, comme s'ils venaient d'apprendre qu'il y a un buffet à volonté à la fin de la ligne, et se dirigent vers le palais. Alabaster annonce immédiatement qu'ils font demi-tour pour aller protéger les anneaux, et Jaime embrasse Sato pour le préparer au combat. Les monstres commencent à s'amuser, et Perido va rencontrer Néphérituis pour lui parler de la situation, mais Néphérituis a peur de sortir, se sentant mal de ne rien pouvoir faire. Elle dit à Perido qu'elle avait promis à sa mère qu'elle resterait là. En entendant cela, Perido lui dit que si elle continue d'être inutile pour la nation, elle devrait juste se transformer en pierre. Pendant ce temps, Monsieur Halloween apparaît dans le temple du vent, et alors qu'il essaie d'obtenir ses anneaux, Jade attaque soudainement, mais le chevalier le rejette comme une mouche, lui faisant réaliser contre qui il est confronté. Il dit au chevalier que cela ne le fera pas reculer, car il doit protéger l'héritage de ses parents. En entendant cela, le chevalier décide de l'envoyer là où sont ses parents alors, en déclenchant une attaque puissante. Mais Alabaster sauve Jade en bloquant l'attaque avec son bâton magique. En les voyant, Jade demande à Sato pourquoi ils sont revenus, et il répond « Nous venons juste de te sauver la mise, mec ». Il déclare fièrement qu'il est venu détruire le monstre cette fois-ci, car il a beaucoup de pouvoir maintenant. Et Mars lui conseille d'être prudent et de ne pas être téméraire, sinon il n'y aura plus de roi des anneaux. Sato attaque ensuite le chevalier avec son sabre laser, tandis qu'Alabaster le soutient avec sa magie. Mais le chevalier lui montre qu'il n'est qu'un idiot impuissant qui pense que combattre, c'est lancer des citations motivantes inutiles. Observant cela, Jade déclare qu'ils sont trop faibles pour annuler toute la magie du chevalier, et qu'ils l'affrontent plutôt sans espoir de victoire. Cependant, Jaime lui dit que Sato sait déjà cela, mais peu importe à quel point un adversaire est puissant, il la protégera toujours. Jade se lève immédiatement, lui disant qu'il protégera aussi sa sœur, car c'est tout ce pourquoi il a vécu depuis qu'ils ont prêté serment à leurs parents. En attendant, Sato est une nouvelle fois mis à terre et il se sent honteux, disant qu'il pensait être un peu meilleur cette fois. Im observe cela et réalise que son baiser seul ne suffira pas, alors elle sort immédiatement du temple du vent et se dirige vers la chambre de Néphérituis. Pendant ce temps, Alabaster suggère qu'il se retire, mais Sato répond qu'ils ne peuvent pas abandonner le temple car ils doivent empêcher le monstre de prendre les anneaux de vent. Perido vient en hâte pour annoncer que Hime est parti convoquer Néphérituis, ce qui choque Sato, et elle lui dit que Hime le fait par souci pour lui.
Pérido fait alors face aux chevaliers de l'abîme qui attendaient patiemment qu'ils aient fini de parler. Hime, se tenant devant la porte de la chambre de Néphérituis, lui dit d'épouser Sato, ce qui la choque. Elle ajoute que ses parents ont aussi sacrifié leur vie en essayant de la protéger, elle et les anneaux. Elle dit également qu'elle sait que c'est une lourde responsabilité de protéger les anneaux, et que ceux qui les héritent. Elle était également impuissante et ne pouvait rien faire d'autre que d'être protégée. Cependant, Néphérituis dit à Hime qu'elle n'est pas comme elle, car ses propres parents se sont sacrifiés pour créer la barrière de vent tout autour. Elle ne pourra donc pas hériter de l'anneau. Hime lui dit de ne pas être comme elle, incapable de faire quoi que ce soit à son époque. Elle ajoute que tout le monde se bat et qu'ils ont besoin d'elle aussi, mais elle objecte, disant qu'ils ne font que remplir la responsabilité de quelqu'un qui porte l'anneau. Cependant, Hime déclare que Sato se bat parce que c'est chez elle, ce qui la choque. Hime ajoute que Sato est vraiment un type sympa et qu'il ferait tout pour protéger quelqu'un qui lui est cher, même si cela pourrait l'envoyer dans un autre monde. Elle commence soudainement à pleurer, suppliant que Néphérituis l'épouse parce qu'elle n'est pas assez puissante pour le rendre fort toute seule. Et étonnamment, elle ouvre la porte. 5 minutes plus tard, ils arrivent tous les deux au Temple du Vent avec une énorme masse, et tandis que les autres se demandent ce qu'ils prévoient de faire, il se précipite vers le Startle et lui assène un coup dévastateur qui le brise en morceaux, choquant Jade. Pendant ce temps, le chevalier attend toujours patiemment leur arrivée. En interrompant, Néphritis ramasse les anneaux et court embrasser Sato. Elle lui donne une bague tandis qu'elle porte l'autre. La barrière de vent disparaît immédiatement, choquant tout le monde. Et tandis que Jade se demande ce qu'il adviendra maintenant de leur nation, Néphritis lui dit de ne pas s'inquiéter. Inquiétude. Elle serre instantanément les doigts de Sato, joignant les pouvoirs des anneaux de lumière et de vent, ce qui déclenche immédiatement une lumière massive qui élimine tous les monstres. Le monstre de la nuit s'effondre de douleur et Sato se précipite immédiatement vers lui avec son sabre laser. Le chevalier essaie de lui résister avec sa magie du vent, mais il se fraye un chemin avec ses bagues et poignarde le masque d'Halloween sur le visage du monstre, le fissurant. Cependant, Sato est épuisé et s'effondre immédiatement. Ensuite, il se réveille parmi 2 anges et se souvient qu'il est maintenant marié à 2 femmes. Un étranger entre pour le remercier d'avoir sauvé Ronka, et lorsqu'il se demande qui c'est, Alabaster révèle qu'elle est la sœur aînée de l'ancienne reine Ronka, nommée princesse Smaragdi. C'est elle qui s'est enfuie du royaume après avoir jeté une malédiction sur Monsieur Sato se demande ce qu'elle fait ici, et Pérido révèle quel était le visage derrière le masque d'Halloween. Ce qui choque, lui, elle a été influencée par un anneau sombre que le roi des abysses l'a manipulé pour obtenir. Sato demande s'ils ne savent vraiment pas grand chose sur le roi des abysses, ce à quoi Pérido répond que tout ce qu'ils savent, c'est qu'on disait qu'après la bataille légendaire avec le roi de l'anneau, il a perdu son corps et son âme a été scellée à Vanna. Le vieil homme ajoute que même si personne ne l'a vu, ses sbires attaquent les gens et ses anneaux noirs donnent naissance au chevalier des abysses. Il tente immédiatement de bouger, ayant l'intention de commencer à récupérer les anneaux restants, mais il ne s'est pas encore complètement rétabli. Et Pérido lui dit qu'il aurait pu mourir s'il était un roi normal, sans le pouvoir des 2 anneaux, qu'il a obtenu avec l'aide des 2 princesses, ce qui le surprend. Néphritis suggère immédiatement de développer l'intrigue dans une source chaude du palais pour l'aider à guérir plus rapidement. Après cela, pendant qu'elle parle sous la douche, Néphritis demande à Hime comment se comporter comme une femme mariée, et elle répond qu'elles applaudissent beaucoup la nuit. Pérido apparaît soudainement avec ses énormes missiles et exige que Hime et Sato jouent une vidéo à la demande pour voir à quel point ils sont doués pour applaudir, les embarrassant. Cependant, Hime prend son courage à 2 mains et s'approche de Sato, ayant l'intention de commencer un développement de l'intrigue avec lui. Cependant, l'idiot est trop gêné. Il l'arrête et dit qu'il ne veut pas qu'il se sente obligé de le faire. Plus tard dans la nuit, Smaragdi rencontre Alabaster pour lui demander s'il sait quelque chose sur son amant, et il lui donne un pendentif qui lui appartient, lui disant que son amant a dû partir à ce moment-là parce qu'il ne pouvait pas supporter de l'avoir ostracisé à cause de lui. Le lendemain, Sato et son équipe, accompagnés de Néphritis, partent pour leur royaume. Pendant ce temps, Smaragdi entend le nom Alabaster alors qu'elle parle avec Pérido, qui se trouve être le nom de son amoureux. Elle réalise immédiatement que le sage est son amoureux. Plus tard, Hime trouve Sato et Néphritis dans une position suspecte, se préparant à développer l'intrigue, et elle crie de déception, disant qu'elle devrait être celle dans cette position à la place. Cependant, elle se réveille soudainement dans une forêt et découvre que tout n'était qu'un rêve. Elle se lève pour chercher les autres et voit Sato servir à manger à Néphritis. Il l'informe également que le repas est prêt et elle s'assoit, espérant être servie aussi. Pendant ce temps, Marca demande à Alabaster quelle nation anneau il compte visiter ensuite, et il répond qu'il prévoyait de se rendre au pays de l'eau, la nation des gens dragons, ce qui plaît à Marca, qui déclare également vouloir s'y rendre. Néphritis se brûle la bouche avec la nourriture chaude
et Sato s'occupe immédiatement d'elle, ce qui rend Im jalouse, qui commence à penser que les deux ont été inhabituellement proches récemment. Elle demande à Sato un repas pour elle-même, mais il lui dit de se servir, ce qui la choque. Elle se fâche et essaie de partir, mais il court immédiatement après elle pour l'arrêter. Cependant, ils entendent soudain un son étrange et se demandent ce que c'est. Un bâtiment apparaît immédiatement devant eux, et alors que Sato réfléchit à ce qui se passe, il réalise que c'est une ville en mouvement et il est choqué. En voyant cela, Alabaster devient excité et dit qu'il n'a jamais pensé qu'il le rencontrerait ici, les laissant se demander de quoi il parle. Il révèle que c'est le pays du feu, la nation des chevaliers errants et des gens-chats, choquant Sato, qui ne peut pas croire que ce truc est une nation. Alabaster dit que même s'il ne s'attendait pas à ce qu'il le trouve si tôt, ils doivent saisir l'opportunité et récupérer l'anneau de feu de la princesse du pays, tandis que le pays de l'eau peut attendre. Cela déplaît à Marca et Sato le remarque, se demandant pourquoi il veut tant aller au pays de l'eau. Sato se demande comment ils vont entrer, et Alabaster appelle immédiatement en demandant s'ils peuvent entrer. À bord, une échelle leur est jetée et en voyant la longue et étroite échelle, Néphritis a peur et suggère qu'elle fasse demi-tour ici. Sato essaie de la calmer, étant un parfait gentleman qui aime les femmes, mais Hime offre rapidement de s'occuper d'elle. Il commence bientôt à monter l'échelle et le loser cultivé, venant derrière Hime, profite de l'occasion pour apprécier une vue haute définition de sa culotte. En embarquant dans la ville en mouvement, Néphritis est émerveillé par la vue des gens, tout comme ses livres ont décrit le pays du feu. Alabaster lui dit que le peuple des chats a perdu sa nation pendant l'ère du premier roi des anneaux, alors ils ont construit leur capitale sur des roues. Ils sont devenus une nation qui parcourait le monde en vendant leurs prouesses martiales. Il ajoute qu'étant les chevaliers les plus puissants du monde, ils ont maintenant créé le marché mobile le plus sûr du monde, et chaque ville qu'ils traversent peut acquérir toutes sortes de biens. Il suggère alors qu'il commence par demander une audience avec la Vierge de l'Anneau de Feu, mais il réalise soudain que les deux filles sont parties car elles ne sont pas intéressées par ces discours inutiles. Néphritis et Hime sont émerveillés par la vue du paysage, et tandis qu'ils pensent que Sato et les autres les suivent, ils se rendent vite compte qu'ils se sont séparés d'eux. Néphritis a immédiatement peur, se demandant quoi faire, mais Hime essaie de la calmer. Une fille chat les remarque et ils lui disent qu'ils ont perdu leurs amis, alors elle les dirige vers l'arène, le monument le plus emblématique là-bas, pour rendre plus facile de retrouver leurs amis. Pendant ce temps, Satou a également peur que ses deux épouses aient été prises alors qu'il ne les a pas encore applaudis. Mais Alabaster lui dit de ne pas s'inquiéter car la ville est très sûre et il n'y a qu'un seul endroit où ils auraient pu aller. Quelques instants plus tard, Satou remarque des filles chats mignonnes qui les regardent et se demande si cet endroit est vraiment sûr comme ils le prétendent. Marcia lui dit que les gens chats valorisent la force avant tout, ce qui le pousse à penser qu'ils le regardent à cause de la force qu'il dégage. Mais il se rend compte que personne ne le voit comme un homme très fort lorsqu'il voit les filles s'approcher de Marcia à la place. Ils disent à Marcia qu'ils supposent qu'il est un célèbre épéiste compte tenu de sa posture et l'invitent à prendre un thé et peut-être plus que du thé avec eux. Marcia répond qu'ils jugent uniquement par l'apparence et dit que Satou est bien plus fort qu'il ne le paraît, mais les filles rient de sa blague, pensant qu'il a un bon sens de l'humour, ce qui blesse l'ego de Satou. De plus, Marcia leur dit qu'ils recherchent la princesse du pays et demande comment ils peuvent la rencontrer, ce qui les choque car ils supposent qu'il espère courtiser la princesse aussi, ce qui fait se demander à Satou ce qu'ils veulent dire par là. Néphérites et Hime sont occupés à profiter de leur temps en attendant que Satou et les autres viennent à l'arène aussi. Néphérites dit à Hime qu'elle est comme Satou, ce qui la surprend, et ajoute qu'elles sont toutes deux gentilles, ce qui lui donne toujours l'impression d'être entourée de sa mère et de son père quand elle est avec elle. Hime est choqué et lui dit immédiatement que c'est ridicule, car Néphérite est assez âgée pour être sa grand-mère. Néphérites lui dit alors qu'elle a l'intention de s'excuser auprès d'elle, car Satou s'est concentré sur la prendre soin d'elle, mais Hime fait semblant de ne pas s'inquiéter. Cependant, Néphérite lui dit que cela l'a évidemment rendue jalouse, l'embarrassant ce qu'elle admet timidement. Elle dit à Hime que cela prouve qu'elle aime Satou, contrairement à elle-même, qui se contente de l'admirer et ne semble pas encore avoir de sentiments aussi forts que les siens. Alors qu'elle converse, un homme laid est renversé devant elle et elle réalise que la princesse l'a battue. Satou arrive avec Marcia et Alabaster et il découvre que la princesse se bat contre ceux qui montrent de l'intérêt pour la courtiser. Satou entre dans l'arène et voit la princesse en train de détruire brutalement un autre homme, ce qui le choque car il découvre instantanément que son faible ego est sur le point d'être humilié. Elle défie la prochaine personne, mais Satou ne fait aucun mouvement. Cependant, elle voit ses bagues et identifie immédiatement qu'il est le roi des anneaux.
Elle lui dit qu'il doit être plus fort qu'elle s'il veut être son mari, mais la bouche de Satou est encore ouverte alors qu'il réfléchit à la profondeur de l'engagement qu'il s'apprête à prendre. La princesse le charge soudainement et le renverse en 2 coups, la bouche encore ouverte de stupeur. La princesse est déçue qu'un faible comme lui soit le roi des anneaux, car elle ne peut pas imaginer comment un idiot aussi faible que lui prévoit d'affronter les monstres de l'abîme, puis elle lui dit de revenir un autre jour s'il veut la défier. Satou commence l'entraînement avec Marcia le lendemain, et Marcia continue de lui montrer à quel point il est faible. Marcia suggère qu'ils prennent une pause, et pendant qu'ils mangent, un serveur laid et bavard leur dit que le mari de la princesse du feu doit être quelqu'un de fort. Mais le problème reste que tous les hommes de la nation, y compris lui-même, sont des mâles bêta qui ne peuvent pas la battre au combat, alors elle a commencé à chercher des gens prêts à la courtiser, provenant de toutes les races à travers le monde. En entendant cela, Satou se demande s'il peut vraiment la battre, et Alabaster lui dit de ne même pas y penser avec son niveau de compétence à l'épée, qu'il qualifie de minable. Satou lui demande alors pourquoi il s'entraîne s'il n'a aucune chance de la vaincre, et le vieil homme lui rappelle les anneaux sur sa main gauche, ce qui le choque. Il demande si c'est juste d'utiliser la magie, et ce vilain bavard répond que le pouvoir magique est essentiellement les muscles d'un mage et fait partie intégrante de sa force. Alabaster poursuit en disant que la magie des anneaux est une force d'un autre niveau, et que s'il l'emploie bien, il pourrait avoir la chance de gagner. Plus tard, Satou va voir la princesse de feu se battre avec un autre candidat, et il perd encore plus confiance en lui en voyant comment elle bat le gars en une seule fois, frappé. Il est assis seul, réfléchissant à sa situation pathétique, et Ime vient le motiver en plaçant sa tête juste en dessous de sa poitrine. Il est bientôt convoqué pour un entraînement de magie avec Alabaster, et ensuite, il se rend au spa pour un gommage. Et pendant qu'il attend son tour, il parle avec Marcia, qui lui raconte son empire. Satou lui demande s'il pense qu'il aurait pu battre Granart, la princesse de feu, s'il était devenu le roi des anneaux, et Marcia répond qu'il n'est pas assez fort pour la battre dans un combat personnel, le surprenant. Une fille au hasard s'approche d'eux pour demander s'ils aimeraient aussi un gommage, et Satou accepte immédiatement, pensant qu'il pourrait avoir la chance de recevoir un massage des mains. Mais il est choqué quand un homme comme lui l'attrape pour un nettoyer. Après le 4e nettoyage, Granart apparaît dans le spa, le surprenant, et utilise son armure de complot, lui demandant de venir la nettoyer. Il fait immédiatement une crise et lui dit qu'il n'a jamais touché une femme avant, mais elle lui dit que s'il ne peut pas la battre dans un combat, il pourra au moins utiliser ses mains à bon escient. Il commence bientôt à nettoyer, et alors qu'il écrase ses gâteaux, elle lui dit qu'elle en a assez de combattre plusieurs hommes faibles. Elle lui dit alors qu'elle est prête à le soutenir puisque c'est le devoir d'une princesse de l'anneau et propose de le laisser la vaincre afin qu'il puisse obtenir l'anneau et avoir un accès illimité à son immense terrain, ce qui est choquant. Lui, cependant, il lui dit de ne pas être indulgente avec lui car il vient pour gagner cela pour de vrai et elle lui dit alors d'essayer de faire de son mieux. Suite à cela, il commence à s'entraîner très dur. Et pendant ce temps, il décide d'arrêter d'essayer de devenir plus fort et choisit plutôt d'utiliser le pouvoir des anneaux. Il se réveille dans son lit le lendemain, surpris de se sentir mieux que la veille au soir. Néphérite apparaît soudainement dessous la couverture, le choquant alors qu'il demande depuis combien de temps elle est là, et elle lui dit qu'elle a été là tout le temps. Elle s'inquiète de son état et lui dit que le pouvoir des anneaux est également efficace pour guérir ses blessures. Corps. Elle lui demande s'il travaille si dur pour battre Granart et il répond oui, mais il lui dit aussi qu'il ne peut probablement pas gagner malgré tout cela. Cependant, elle l'encourage en disant qu'il peut gagner s'il utilise le pouvoir des anneaux. Elle ajoute que personne ne remettra en question les moyens qu'il a utilisés pour obtenir les anneaux. Tant qu'il amène la princesse du feu à le reconnaître comme le roi des anneaux, il doit de toute façon obtenir tous les anneaux, pendant que la princesse des anneaux le soutient. Elle lui dit aussi qu'elle pense qu'il devrait faire ce qu'il sent être le mieux. Et bien qu'elle ait agi de manière suspecte tout le long, essayant de le tenter, Sado la remercie simplement et se lève pour partir, sans céder à la vieille mégère peu attirante, la décevant. Ensuite, Sado poursuit son entraînement avec Marca et il réalise un mouvement puissant qui surprend Marca, qui le félicite alors pour sa nette amélioration. Sado est excité et demande s'il a maintenant la chance de vaincre Granart, mais Marca lui dit que c'est encore impossible pour lui car il est encore aussi faible qu'une poignée de main d'un tout petit, dommage émotionnel. Il explique en outre que son adversaire ne viendra pas vers lui de manière directe comme il l'était et ce n'est que lorsque Sado pourra s'adapter à son adversaire et exécuter le mouvement qu'il a fait plus tôt qu'il pourra finalement lui porter un coup. Marca lui dit qu'il a maintenant une chance sur 1 million de battre Granart.
plutôt que pas du tout comme c'était le cas auparavant. Ensuite, il lui conseille d'utiliser la magie de l'anneau, et ça devrait marcher. Mais Sado préfère être perçu comme un gigachad, plutôt qu'un geek faible qui dépend d'anneaux puissants. Pendant ce temps, Jaime, les regardant de loin, entend soudain des filles chat mignonnes parler de la façon dont la princesse semble l'apprécier, et lui a même offert son corps, choquant. Elle, plus tard, elle réalise que les filles parlaient seulement de Granart, lui permettant de la nettoyer. Cependant, Jaime raisonne que cela signifie que Sado a touché le corps de Granart et commence à l'imaginer attraper son histoire aussi, ce qui la rend embarrassée. Mais elle conclut qu'elle doit peut-être arrêter d'essayer de garder Sado uniquement pour elle-même. Le jour suivant, Sado défie à nouveau Granart, et ils se préparent à se battre avec le public enthousiaste applaudissant en arrière-plan. Mais Im n'est pas contente, car gagner le combat signifie qu'elle devra partager son homme avec une